Je vais vous montrer 3 secondes d'un TikTok, puis je vais vous demander de prêter attention à comment ça vous fait sentir ces 3 secondes-là, puis on se reparle après. Hey, tu peux pas avoir coulé ton cours de français, toi, tu dois même pas savoir comment ça s'écrit BS. Ici, je vous montrais 5 secondes de plus, juste pour voir comment ça évolue, ces émotions-là. Hey, tu peux pas avoir coulé ton cours de français, toi, tu dois même pas savoir comment ça s'écrit BS. Oh, je pense pas que tu vas passer ton cours d'éduc, non. Ben non, tu passes même pas dans le code de porte. Si mon vomi pouvait chier, là. À ce point-ci, j'ai quelques questions pour vous. Si ça avait apparu sur votre For You page, est-ce que vous auriez cru à ce point-ci que c'était un fait véridique, c'était un vrai enregistrement, ou si ça a plutôt l'air d'une blague pour vous? Puis si vous aviez eu ça sur votre For You page, vous auriez fait quoi rendu à ces 8 secondes d'écoute? Est-ce que vous auriez juste swipé ou est-ce que vous auriez été intrigué? Est-ce que vous auriez essayé d'identifier la source? Est-ce que vous auriez regardé qui a publié cette vidéo-là? Est-ce que vous seriez allé voir le profil de la personne qui a mis ça en ligne? Moi, en toute honnêteté, même si je suis une professionnelle des médias sociaux, ça a pris 7 secondes avant que j'arrête d'être convaincue que c'était la vérité. C'est-à-dire que j'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça c'est pas cool pour les professeurs, cette vidéo-là. » Et là, j'ai fait « Oh! » La petite blague sur le vomi, j'étais comme, là, ça commence à être un petit peu tiré par les cheveux, mais ça a quand même pris 7 secondes. À 7 secondes, il y a plein de monde qui ont déjà quitté la vidéo dans l'idée que c'était la pure vérité qu'on entendait. Puis c'est à ce moment-là, quand le doute s'est installé, à cette 7e seconde-là, que j'ai voulu vérifier la source, puis j'ai voulu identifier sur quel compte je me trouvais. Fait que j'ai commencé par aller lire le nom du créateur, ce nom-là qui, no offense, me disait absolument rien, même si c'est un compte que je suivais déjà sur TikTok. Après, je suis allée voir le compte directement, et j'ai pu d'abord reconnaître le visage de Jean-Michel Martel, que j'avais déjà vu plusieurs fois dans mon feed, mais j'ai aussi vu la bio qui indiquait humoriste, et là, le doute s'est effacé, c'était une satire. Sauf qu'avec les 127 000 followers de Jean-Michel Martel, puis les presque 200 000 vues de cette vidéo-là, ça m'a pas vraiment rassurée de constater que c'était une blague. Puis j'ai voulu voir si j'avais été la seule qui s'était fait prendre. Je suis allée voir la section commentaires, et mon Dieu, le nombre de personnes qui pensaient dans les commentaires que c'était la vérité. C'est pas une bonne nouvelle pour beaucoup de monde. D'abord, dans l'aspect fun fact de la chose, on a affaire à un typique cas de la loi de Poe. La loi de Poe nous informe que sur Internet, sans indication claire de l'intention de l'auteur, toute expression parodique ou sarcastique d'opinion outrancière peut être confondue par certains lecteurs avec une expression sincère de ses opinions. C'est-à-dire que le sarcasme, la satire, la parodie en ligne, à moins d'être très familier avec le langage de la personne qui le communique, on n'a aucun moyen de pouvoir le déterminer. Ça peut se sentir dans les contenus réguliers, mais ça peut aussi se sentir dans les commentaires. Des fois, il y a des commentaires qui sont peut-être parodiques, peut-être ironiques, mais c'est impossible pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, de le déterminer. L'ironie et le sarcasme, ça se lie dans des codes langagiers qui habitent l'espace à l'extérieur d'Internet. L'enjeu qu'on a ici, c'est que pour un créateur de contenu ou un humoriste comme ça qui connaît bien sa crowd puis qui connaît bien sa niche, ça peut devenir vraiment difficile d'identifier un contenu qui est problématique puis qui peut être interprété de manière sérieuse alors que c'est une joke. Autre enjeu, pour savoir si c'est clair qu'une joke est une joke, il faut vraiment bien maîtriser la culture de la plateforme sur laquelle on publie cette joke-là. Une satire comme celle qu'on vient de regarder, dans le temps des galas Juste pour rire télévisés, il n'y avait aucun malentendu possible. On aurait vu Patrick Huard dans un pantalon de cuir sur un stage du Saint-Denis, diffusé à la télé de Radio-Canada. La satire, elle aurait été évidente. Il n'y a personne qui aurait pensé qu'on était en train d'écouter le journal de 18h. Ici, par contre, on est sur TikTok et c'est une plateforme sur laquelle l'identité des créateurs, c'est un peu de second ordre. C'est pas nécessairement la priorité des gens qui consomment le contenu de comprendre d'où ça vient ce contenu-là, ni de comprendre si le créateur c'est un humoriste ou pas. Autre chose, cette vidéo-là, elle est pas dans le format régulier des contenus de Jean-Michel Martel. Sa face est pas là, alors que d'habitude elle est là, puis on a affaire à une espèce de display qui se rapproche un peu des displays boboches d'extraits audio, justement, de médias traditionnels. Ce qui contrevient à une règle vraiment de base sur la culture de TikTok, c'est-à-dire que pour identifier un créateur, il faut que sa face soit dans le contenu. Sans vouloir prêter de mauvaises intentions ou de mauvaise foi à Jean-Michel Martel, un humoriste que je trouve absolument très drôle habituellement, reste que ce genre de contenu-là, et il n'est pas le seul à en produire, ce genre de contenu-là, c'est du contenu qui me préoccupe en ce moment. C'est du contenu qui est préoccupant, pas nécessairement exactement dans le contenu, mais plutôt dans son exécution, sans que ce soit nécessairement le propos, c'est presque le formatage qui est un problème parce qu'il ne tient pas compte du paysage médiatique actuel. Cette vidéo-là, justement, en ce moment, elle a presque 200 000 vues. Je suis presque sûre qu'au moment où je vais publier ma vidéo, elle va avoir atteint ce chiffre-là. 200 000 vues, c'est énorme. Et c'est considérablement plus de vues que des contenus réguliers de Jean-Michel. Fait que cette vidéo-là a reconnu beaucoup de succès. Je vais vous laisser décider pourquoi. Il y a plusieurs raisons possibles. Il y en a quelques-unes qui me viennent à l'idée que vous allez pouvoir
peut-être comprendre en lien avec d'autres contenus que j'ai produits avant. Mais je peux pas m'empêcher d'être inquiète de tous ces gens qui ont vu la vidéo, qui n'ont pas commenté, et des gens dans les commentaires qui croient encore à l'heure actuelle que c'était une vraie information, que c'est un vrai prof qui pétait une vraie coche à un vrai étudiant. Et ces gens-là, peut-être qui ont été vraiment saisis et choqués, c'est des gens qui vont aller relater ces événements-là à leur famille, à leurs amis, à leurs collègues, et c'est des gens qui vont créer ou contribuer à alimenter la bad rep des professeurs en ce moment. Ces professeurs qui, de tout temps, n'ont jamais eu besoin d'avoir un bad rep, surtout pas en ce moment. Fait que la solution, c'est quoi? Ça se passe en 2 volets. La première, c'est prendre la mesure des risques. Puis ça, on en a discuté, c'est en maîtrisant bien son sujet, bien sa niche, mais bien la plateforme sur laquelle on se trouve ou on souhaite publier. Évaluer les risques, ça peut aussi vouloir dire faire écouter notre contenu en amont, avant la publication, à des gens qui sont pas nécessairement de notre public cible habituel, juste pour voir si ça passe bien. Puis dans un deuxième temps, la solution, ça passe par assumer ses responsabilités. En amont, pour prévenir les dommages, il suffirait d'identifier clairement qu'une joke est une joke. Puis après, dans un cas comme celui qui nous occupe en ce moment, il s'agit de faire de la veille et de la modération de manière active. Il s'agirait de pas laisser des sections commentaires à l'abandon, un peu comme celle de la vidéo que je vous présente aujourd'hui. Même sans laisser à l'abandon, le but rendu là, c'est de rattraper les dommages et de prendre le temps individuellement pour chaque commentaire qui a l'air de pas avoir compris que c'est une blague, d'aller gentiment leur dire que ça en était une pour être sûr qu'on n'entretient pas le mystère de la joke. Jean-Michel, j'espère d'ailleurs que tu vas prendre le temps d'aller faire ce type de modération-là, sans supprimer les commentaires, mais en t'assurant de répondre au plus de monde possible que c'était une joke, et pour que toutes les autres personnes, après, qui vont voir ta vidéo, qui vont voir dans la section commentaires, puissent rapidement tomber sur l'information que c'était une blague, ce qui n'est pas le cas au moment où moi je fais cette vidéo-là. Cette opération-là, qui va être absolument chronophage et pas nécessairement réaliste pour tous les créateurs de contenu, à ce point-ci, elle est, à mon avis, éthiquement et moralement indiscutable et incontournable. Il va falloir faire ce travail-là, parce que n'oublions jamais que faire de l'humour en 2025, puis avec les médias sociaux numériques, c'est sérieux. C'est tout. Bye.